Attention, attention, votre job est peut-être menacé. De nombreux pays craignent en effet que l'usage général de l'intelligence artificielle entraîne une disparition massive d'emplois et s'y prépare. C'est l'objet justement de votre numéro 1043 de Tel Quel, disponible en kiosque jusqu'au 18 mai et disponible sur telquel.ma. L'IA menace des millions d'emplois. Alors quel impact au Maroc, opportunité ou menace pour le marché du travail? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 12 mai 2023, je vous propose de nous arrêter sur un aspect du dossier IA. Attention, votre job est menacé, avec une interview de mon confrère Ibrahima Bayo Junior. Ibrahima a interrogé Amal El Fallah Serrouchni. Elle est présidente exécutive d'AI Movement, le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, affilié à l'université Mohamed VI Polytechnique. Dans cette interview, elle enfile ses casquettes de professeur à la Sorbonne, membre de la Comest de l'UNESCO et du Conseil supérieur de l'éducation, pour décrypter les impacts de l'IA sur l'emploi, l'absence de réglementation et les timides débuts de cette révolution au Maroc. Interview. Bonjour Madame Serrouchni. Bonjour. L'IA a connu un développement fulgurant ces dernières années. Tellement fulgurant ce développement que c'est devenu un trend, un effet de mode. Ma première question est la suivante. Est-ce que c'est une bulle entretenue ou est-ce que c'est une révolution technologique qui va transformer le monde à jamais? C'est une transformation qui va être très profonde. C'est une lame de fond qui va bouleverser beaucoup de choses, y compris les bouleversements sociétaux, économiques, culturels, artistiques, etc. On l'a bien vu, l'intelligence artificielle a démarré, les premiers travaux ont démarré en 1942 avec les réseaux de neurones. Et il y a eu plusieurs passages. On a eu des moments très forts quand l'IA a gagné contre le champion du monde des jeux d'échecs, ensuite avec Kasparov, ensuite avec le jeu de Go, récemment avec le bridge. Et en fait, les succès sont de plus en plus fulgurants. Moi, je dirais qu'on suit une courbe exponentielle. Donc, les choses vont très, très vite. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui va transformer à jamais ce qui se passe au niveau du monde. Alors, on l'a vu depuis les années 2010 au moins. Il y a eu le plan Maroc numérique, jusqu'à aujourd'hui le plan Digital Act. Le Maroc essaie de tirer parti du numérique. Mais est-ce que le Maroc a pris le train de l'IA et est-ce que le Maroc est prêt à accueillir le développement de l'IA comme cela s'est fait dans le monde? Alors, moi, je pense que le Maroc a tous les atouts pour prendre le train de l'IA. Simplement, il faut monter dans le train pour pouvoir circuler. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On peut pas dire que c'est une volonté nationale de monter dans ce train. Je ne me l'explique pas particulièrement. Comme vous le savez, j'ai écrit en 2021 et un peu avant que le Maroc doit se doter d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle parce que déjà depuis 2017, beaucoup de pays se sont dotés de stratégies nationales. Ça veut dire quoi une stratégie nationale? Ça veut dire une volonté d'adopter l'intelligence artificielle de façon massive, que ce soit pour la formation, l'éducation, la recherche, le développement, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Maroc a mis en place une stratégie nationale. Il n'en est pas encore question. Je pense que pour vraiment le faire, il faut s'appuyer sur l'écosystème marocain. Et cet écosystème, aujourd'hui, il est très fragmenté. Donc, c'est peut-être qui rend la chose difficile. Justement, ça nous amène à la question suivante. Quelles sont les applications concrètes issues de l'IA que les entreprises marocaines, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles peuvent intégrer tout de suite dans leur processus de production à court terme, peut-être à moyen terme et à long terme? Alors, l'intelligence artificielle a ce pouvoir d'être applicable à peu près partout. Ça va de l'interaction humain-machine jusqu'au processus industriel lourd, en passant par la politique, la finance, l'assurance, la banque, la production, l'agriculture, la médecine, l'éducation. L'intelligence artificielle, on va la mettre à peu près partout. Donc aujourd'hui, les entreprises marocaines qui ont un peu d'avance ont déjà intégré l'intelligence artificielle dans leur processus.
D'autres qui ne sont pas digitalisés n'arrivent pas à intégrer l'intelligence artificielle parce que il faut d'abord passer par la case digitalisation. Bon, en tout cas, les gens s'imaginent que pour faire de l'IA, il faut digitaliser d'abord, ce qui n'est pas forcément vrai. On peut faire les deux en même temps, puisque c'est une couche au-dessus du digital. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de faire de l'IA au Maroc et de l'intégrer de façon un peu scalable dans toutes les entreprises marocaines. Il faut développer la R&D, il faut développer les laboratoires de recherche, il faut créer l'écosystème qui n'existe pas vraiment. Je vous dis, il est très fragmenté. Je dirais pas qu'il n'existe rien, mais ce qui existe aujourd'hui n'est pas suffisant c'est un domaine très compétitif. On voit déjà au niveau de l'Europe, il y a des difficultés à être au niveau de la Chine ou des États-Unis. On est un peu dans le sas pour l'instant. Je suppose que vous devez être en contact avec des chefs d'entreprise marocains. Comment est-ce que l'arrivée ou le développement de l'IA dans le monde est perçu dans le monde des patrons? Il y a une prise de conscience qui est très importante. Au Maroc, il y a je pourrais dire qu'il y a un engouement vers l'intelligence artificielle. En tout cas, personnellement, je suis sollicitée tout le temps sur des formations, notamment au niveau des COMEX, par exemple. Et donc, il y a cette volonté parce que on voit bien que c'est un tsunami qui est en train de se passer. Et que si on veut être compétitif à court terme et même court moyen terme, il faudra y aller. La volonté existe, mais on a de gros problèmes de talent, on a de gros problèmes de ressources humaines, etc., pour pouvoir développer ces technologies au Maroc. Alors, une autre question peut-être sur ces métiers et ces professions qui s'inquiètent de ce développement fulgurant de l'IA dont on parlait tout à l'heure, qui s'inquiètent un peu de la destruction ou de la précarisation de leur métier ou profession. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait avec clarté quels sont les métiers qui sont le plus menacés, ceux qui sont menacés de disparition et ceux qui vont être transformés en profondeur? Alors, déjà, je pense que les métiers qui vont menacer, ce sont les métiers où l'humain n'a pas de grande valeur ajoutée. Un petit peu comme ce qui s'est fait au moment de la révolution industrielle, tout ce qui était à la chaîne a pu être automatisé. Aujourd'hui, tous les travaux lacunaires qui sont un peu répétitifs, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée humaine, donc ceux-là ils vont être remplacés très vite. Ce qui va apparaître, ce sont plus des métiers qui nécessitent des compétences cognitives. Qui vont soutenir les métiers du futur. Et donc, l'intelligence artificielle va arriver comme, je dirais, elle va substituer elle va automatiser certains postes, mais elle va en créer d'autres. Alors la question, c'est quel est le trade-off? Quelle est la balance? Est-ce qu'on en crée beaucoup ou pas assez? Par exemple, il y a des études qui disent que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et la référence, c'est une étude de Dell et l'Institut pour le futur. C'est un think tank californien. Il y a d'autres études qui disent que, par exemple, si je prends le World Economic Forum, il nous dit que 85% des métiers de 2035 n'existent pas encore aujourd'hui. Les nouveaux métiers qui vont être dominants, c'est tout ce qui est cybersécurité, éthique et intelligence artificielle. Et on peut continuer, le World Economic Forum nous dit que 97 millions d'emplois vont apparaître avec l'IA, vont être créés par l'IA, et 85 millions de postes vont être éliminés. Il y a des études qui sont optimistes sur le fait que il y aura plus de postes qui vont être créés, plus de postes on créera plus que ce qu'on détruira. Voilà. Donc, ça veut dire que ce sont des métiers qui sont, dont l'intitulé n'existe pas encore et qui sont peut-être à créer à partir de l'IA, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais vous dire un parallèle qui illustre ça bien. Les DPO, aujourd'hui, dans les entreprises. Oui. Les Data Protection Officers. Ils n'existent pas il y a 10 ans. Avec l'arrivée du RGPD, on a vu arriver ces postes. On va avoir la même chose avec l'intelligence artificielle. Lorsqu'on va avoir les régulations qui vont arriver, il va falloir s'y conformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si je prends le AI Act de la Commission européenne, on nous dit, vous allez avoir 4 niveaux de criticité des algorithmes ou des systèmes d'intelligence artificielle. Très risqués, peu risqués, moyennement risqués et pas risqués du tout.
qui va être en mesure de qualifier la criticité ou le risque porté par un programme. Ça va être des nouveaux postes qui vont être créés. C'est ce type de postes qui vont fleurir, qui vont apparaître, sans compter en fait tous les gens qui font les développements autour de l'intelligence artificielle. Il faut accompagner ces changements par ce qu'on appelle du upskilling ou bien du reskilling des populations en termes de compétences. Parallèlement, je vous pose la contre-question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des métiers qui vont survivre à l'IA et des métiers qui vont profiter de l'IA pour se renforcer? Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, tous les métiers qui vont nécessiter de l'intelligence humaine, par exemple l'interaction, par exemple les métiers qui sont, par exemple, je sais pas moi, les aides quelque chose, les aides-soignants, les assistants sociaux, et les métiers où il y a de l'empathie. D'accord. Ceux-là, à mon avis, ils vont résister parce que même s'il y a des soins qu'on peut donner par la machine, il reste une part de l'émotionnel et de l'affect qui va pas être remplacé tout de suite. Ça va venir, mais pas tout de suite. Et donc, en fait, c'est ce type de métier. Parce que jusque-là, on disait la créativité, l'art, etc., ça va résister. C'est un bastion. Bon, finalement, on a bien vu que avec Midjourney, avec ChatGPT, avec tous ces outils-là qui fleurissent, on a vu que même tout ce qui est artistique est en train de vraiment de prendre un coup. Donc, ça va être très difficile de résister à de l'IA créative. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative va faire vraiment beaucoup de dégâts sur tout ce qui est artistique. Moi, dans mon labo, il y a quelque temps, on avait une ERC, donc un projet européen. On faisait de la co-improvisation musicale avec la machine. Donc, vous avez un artiste qui joue la guitare ou le piano et la machine qui l'accompagne. Et ça, aujourd'hui, vous faites écouter un morceau généré par une machine ou par un humain, je vous assure que la plupart des gens, ils n'y voient que du feu. Ils ne voient pas du tout la différence. Ce type de métier, qui était jusque-là très élitiste et très protégé, est en train de tomber. Moi, je dis c'est le dernier bastion auquel s'attaque l'intelligence artificielle. Après, le reste, l'humain n'est pas compétitif. Quand il s'agit de faire des tâches spécifiques, l'IA va le faire de façon plus rapide, plus performante, avec moins d'erreurs, etc. Alors, l'autre question, c'est sur les menaces supposées de l'IA sur l'emploi. Elle pose la question de la reconversion des profils, mais aussi celle de la formation du capital humain. Je sais que vous êtes beaucoup sensible à la question de l'éducation. Ma question serait de savoir comment le système éducatif marocain peut préparer les jeunes à cette révolution technologique-là. Est-ce qu'il y a des circuits de formation qu'on peut mettre en place vite pour attraper, pour prendre en tout cas le train de cette révolution technologique-là? Oui, moi je pense qu'il faut absolument lancer des cursus sur ce type de technologie. Au sein de AI Movement, on a lancé ce qu'on appelle un master junior sur les 8-14 ans pour sensibiliser les enfants à tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, objets connectés. En général, ça va ensemble. Ça ne nécessite pas énormément de compétences pour arriver à maîtriser ces outils-là. On a vu que des enfants, 8 ans, 10 ans, ils s'en sortent très très bien et ils apprécient beaucoup et ils sont vraiment à l'aise avec ces technologies. Beaucoup plus à l'aise que leur papa et leur maman. Souvent, ils sont beaucoup plus à l'aise que les parents. Donc, on a les digital natives, on n'a aucun problème avec eux. Il faut vraiment mettre en place les cursus. Bien sûr, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'addiction, à ce qu'il n'y ait pas de lavage de cerveau par la machine, etc. Mais en faisant ça de façon un peu raisonnée et bien conduite, on doit pouvoir arriver à... Vous savez, en Chine, par exemple, ils ont remplacé les Olympiades de mathématiques par les Olympiades d'intelligence artificielle. C'est extraordinaire. Je veux dire, aujourd'hui, les petits Chinois, ils savent programmer, ils savent faire des robots, etc. Donc, ce sont des compétences qui vont être très importantes dans un futur très proche. Et c'est maintenant que le système éducatif doit réagir à ça pour faire en sorte que nos enfants ne soient pas déconnectés du marché de l'emploi de demain, par exemple. Alors, plusieurs spécialistes, en tout cas pionniers de l'IA, alertent aujourd'hui sur la menace qu'elle représente pour l'humanité.
Comment est-ce qu'on pourrait parvenir à une IA plus éthique qui sert l'humain? En respectant les recommandations éthiques, hein. Les gens qui appellent à arrêter de faire de l'IA devraient se poser la question, est-ce qu'ils respectent les recommandations éthiques? Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Je citerai juste à titre d'exemple les recommandations de l'UNESCO qui ont vu le jour il y a 2 années. Moi, j'étais dans le premier groupe de la COMEST, puisque je suis membre de la COMEST, la Commission mondiale de l'éthique des sciences et technologies. On a travaillé sur la robotique, sur l'intelligence artificielle et les objets connectés. Ensuite, il y a eu un groupe ad hoc qui s'est réuni pendant 2 ans pour mettre en place le premier texte cohérent, complet, normatif sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Faisons en sorte que ces recommandations soient suivies. On regarde un peu aujourd'hui, le Maroc est un des premiers pays, c'est le premier pays en Afrique à avoir adopté ces recommandations. Il était question de faire le readiness assessment des recommandations pour voir comment est-ce que le pays est prêt à mettre en place, à déployer ces recommandations, à les respecter. On attend toujours. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut les respecter, il faut les adopter surtout. C'est surtout ça. C'est pas à chaque fois recommencer à faire des recommandations. On va pas y arriver. La techno évolue très vite et les recommandations doivent surtout être appliquées. Alors après, il y a beaucoup je dis pas tous les gens il y a 1000 chercheurs qui ont signé cette pétition. Donc, sur les 1000, il y en a certainement qui sont sincères et de bonne foi. Mais il y en a quelques-uns, à mon avis, ils font ça pour le buzz, hein. Et surtout, je veux dire, à leur tête, si vous prenez Elon Musk, qui dit, il faut pas faire de l'IA, on va rigoler un peu. Je veux dire, c'est lui qui a fait les voitures autonomes, hein. Et il s'est pas posé la question de l'éthique. Et juste après, il a fait la déclaration et après, il a créé une entreprise qui est en compétition avec OpenAI. Donc, bon, voilà, faut pas toujours prendre au sérieux les effets d'annonce et les buzz médiatiques. Ce qui est sûr, c'est que il faut sensibiliser à ces questions et il faut être en mesure de surveiller un peu et de réguler un peu. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit la foire et chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des choses. Par exemple, prenons ce qu'est en train de faire l'Europe. Un logiciel risqué, un logiciel peu risqué, moyennement risqué et pas risqué du tout. Quand vous voyez que les jeux vidéo sont classés dans les logiciels sans risque, moi, ça m'interpelle. Parce on connaît très bien les problèmes des jeux vidéo, les addictions que ça crée chez les enfants, etc. Donc, il faut être un peu sérieux et il faut vraiment, par exemple, nous, au Maroc, on pourrait mettre en place une commission d'éthique nationale, comme ce qui se fait dans tous les pays qui se respectent, une commission d'éthique nationale qui réfléchit à ces choses-là. Readiness assessment, c'est ça que ça veut dire. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'applicabilité de ces recommandations? Mais on va pas y échapper parce que de toute façon, si demain, on veut faire du commerce, on veut exporter nos algorithmes, il faut qu'on soit conforme avec les régulations qui vont être établies. C'est exactement ce qu'on a eu avec le RGPD. À un moment, il faudra y aller. Juste, on est un peu très en retard. Justement, vous plaidiez pour la mise en place d'une stratégie nationale concernant les IA. Quelle forme doit prendre cette stratégie nationale et quel doit être son contenu? Généralement, il y a 3 composants dans une stratégie nationale. Il y a la formation, la R&D et l'innovation. Et ce que font les pays, j'ai participé à 2 stratégies nationales à l'international, d'accord, dans des pays européens. Et même, j'ai participé au Vietnam. Okay. C'est très simple. Il y a 3 ingrédients. Il faut faire en sorte de créer un écosystème avec des leviers pour faire de la formation de l'IA, pour faire de l'innovation avec de l'IA et pour faire de la R&D avec l'intelligence artificielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut aligner des budgets. Il faut dire, bon, voilà, pour la formation, on va créer 50 cursus. Pour la R&D, on va créer 40 chaires. Pour l'innovation, on va pousser, ce qu'avait fait par exemple la France, il nous faut 25 licornes. Des choses comme ça, ce qui sont vraiment, regardez ce qui se fait à l'international, les gens, ils sont qualitatifs et quantitatifs. Il y a des KPI, on peut respecter, et on peut dire, voilà,
on a créé tant de postes, on a créé tant de cursus, etc. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Une stratégie nationale, c'est faire une stratégie et la doter de moyens pour qu'elle soit réalisable. Il y a pas, c'est pas sorcier. C'est juste ça. Alors, bien sûr, moi, les stratégies auxquelles j'ai participé, il y avait tout l'écosystème autour de la table. Hein. J'ai fait avec Cédric Villani, j'ai travaillé avec Axel Lemaire avant lui. En fait, c'était tout l'écosystème. C'est les enseignants, les chercheurs, les start-upers, les gens qui font la R&D, les grands groupes, les CPET, les petites et moyennes entreprises. Tous ces gens-là se regroupent pour ne pas faire des stratégies hors sol ou qui ne correspondent pas à la réalité nationale. Donc chaque pays, il réunit son écosystème et il se donne les moyens, les leviers pour mettre en place cette stratégie. Si on regarde au niveau mondial, le marché de l'IA est aujourd'hui dominé par les GAFAM et les géants technologiques en Asie. On a vu aussi en Afrique la plateforme Indaba qui travaille sur la mise au point d'un modèle de langage alternatif qui utilise près de 2000 langues africaines et sur le partage des datas en Afrique. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une initiative pareille au Maroc et pourquoi pas demain une IA 100% marocaine? Une IA 100% marocaine, je suis désolée, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. L'IA, elle va utiliser tout ce qui est open source. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision 100% marocaine. Une vision qui va s'appuyer sur des briques, qui va s'appuyer sur des chercheurs, qui va s'appuyer sur des entreprises, etc. Aux Émirats, ils ont essayé de faire un langage qui s'appelle Nour, qui était avant ChatGPT, hein, qui essayait d'adresser la langue arabe, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur la langue arabe. En Afrique, si on veut faire tous les dialectes, on n'est pas rendu, mais pourquoi pas, il faut faire ça. Nous, ici, on travaille à eMovement, on travaille sur le dialecte, Darija, parce que là aussi, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi nous, on fait ça? Pour être les plus près des citoyens, parce qu'en fait, les personnes âgées qui savent pas lire, on a un problème d'illettrisme. Donc, les gens qui savent pas lire et écrire, on peut pas leur parler dans des langues sophistiquées. Donc, il faut ramener l'outil vers le citoyen, rapprocher ça des populations. Donc, il peut y avoir des initiatives un peu ad hoc, je dirais, qui sont moi j'aime bien le terme la technologie frugale, c'est-à-dire une technologie qui prend en compte les contraintes sociétales. On est dans un pays où il n'y a pas le réseau partout. Donc, comment faire des systèmes qui peuvent fonctionner même sans connexion? On est dans un pays où les gens ne parlent pas 50 langues. Ils parlent darija et peut-être un peu l'arabe. Comment faire des outils qui leur parlent, etc. Avec, bien sûr, des questions de respect de l'environnement, de pas être trop énergivore, etc., etc. Et c'est ça la technologie frugale. Et qui prend surtout en compte les contraintes de la société dans laquelle on développe ces technologies. Et il faut qu'on arrête aussi d'importer des technologies sur étagère qui vont pas être utilisées chez nous, qui servent à rien. In fine, ça va profiter à une minorité de la population et puis les autres, bon, de toute façon, ils seront pas concernés. Donc c'est très important d'avoir une vision ancrée dans la réalité du pays dans lequel on veut faire cette stratégie nationale. Mais donc, si on ne peut pas imaginer une IA 100% marocaine, vous nous expliquez que ça n'a pas trop de sens. Est-ce qu'on peut imaginer une IA qui prendrait en compte la réalité, en tout cas, soit langagière, soit l'environnement au Maroc? Oui, alors, quand je dis, ça veut dire quoi une IA 100% marocaine? Ça veut dire qu'on va tout redévelopper? Non, adapté à la réalité marocaine. Ça n'a pas de sens. C'était dans mon sens. On est tous des chercheurs, on travaille à l'international. Et on est sur GitHub. On récupère plein de bouts de code à droite à gauche pour faire nos outils. Si on veut demain faire un chatbot, on l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un GPT-2 ou un GPT-3 ou un outil qui existe. On va pas redémarrer. Donc, dire qu'on fait une IA 100% marocaine, pour moi, encore une fois, c'est un non-sens. Maintenant, ce qu'on peut faire, comme je vous ai dit, avec une vision marocaine, faire des solutions qui adressent la population marocaine. Exactement. Et pas que, parce que nous, on est dans un monde, quand on veut être compétitif,
les Américains, ils vendent pas leurs solutions qu'aux États-Unis. Ils les vendent au monde entier. Donc, si on veut être compétitif et si on veut vraiment avoir notre place dans le concert des nations, il faut qu'on soit capable aussi de produire des solutions technologiques exportables. On exportait les fruits et légumes. Maintenant, il faut qu'on exporte de la technologie. Exactement. Et ça, si c'est des solutions en dialecte marocain, ça va pas s'exporter. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut devenir demain un pays leader en termes d'IA, soit en Afrique, soit dans le monde arabe, pourquoi pas dans le monde tout court? Je pense qu'on a des atouts, on a des mathématiciens, on a une jeunesse qui peut travailler. J'aime bien le dire tout le temps, je le dis, il faut faire du leapfrog, c'est-à-dire, il faut vraiment faire en sorte que, quand je vois les petits jeunes de 8-14 ans, trouver des solutions ingénieuses et tout, je me dis oui, on peut. Mais aujourd'hui, il faut développer ce champ, cette discipline qui n'est pas encore généralisée. Donc voilà, avant de parler d'être leader, il faut déjà qu'on travaille un peu. Au Maroc, nous, enfin au niveau de AI Movement, on essaye d'avoir un ancrage africain et on se dit, on peut être parmi les leaders en Afrique. Et on travaille dans ce sens. Mais c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Il faut du travail de longue haleine, il faut des moyens, il faut une vision, il faut des gens engagés et tout ça, ça se travaille aussi. C'est pas, ça vient pas tout seul. Donc, il faut y aller. Mais il y a un chemin. Il faut déjà monter dans le train. Merci beaucoup en tout cas, Madame Serojini, de nous avoir accordé de votre temps. Interview réalisée par Ibrahima Bayou Junior, mon confrère, que l'on retrouvera pour un prochain scan de décryptage. En attendant, vous pouvez retrouver le dossier complet sur l'IA Attention, votre job est menacé sur telquel.ma. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.